chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ces grands enjeux en République démocratique du Congo, d'où la nécessité même de ces programmes qui vous présentent les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Avec moi, mon éternel complice, Nathalie Dembasuka. Merci. Comment tu vas? Très bien, John Chitende. Encore une fois, merci de ta disponibilité. Je suis là. On ne va pas oublier notre invité. En fait, il n'est plus à présenter. C'est un baobab de la classe politique congolaise. Il s'appelle Willy Michiki. Je dirais Prince Willy Michiki parce qu'il est de la lignée royale. Il est président national de l'UNANA. L'UNANA, c'est l'Union nationale des nationalistes et membre de la conférence des présidents à l'AFDCA. Prince Willy Michiki, bienvenue dans Tous aux Urnes. Merci, c'est un plaisir de partager ce plateau pour la première fois. Sinon, vous allez bien. Surtout d'être à côté de Madame Nathalie, c'est vraiment un plaisir. Le plaisir est partagé. Vous allez bien? Oh, très bien. Alors, je crois pour planter les décors, est-ce qu'il y aura les élections en 2023 dans les délais constitutionnels? Tout dépend de la volonté politique de la classe politique actuelle, puisque les élections, ce n'est pas seulement la CENI, c'est aussi les acteurs politiques. Chacun a une part de responsabilité, même ceux-là qui ne gèrent pas. Lorsqu'aujourd'hui nous voyons la démarche dans laquelle est plongé les blocs patriotiques, par exemple, c'est une démarche qui tend à bloquer les élections. Lorsque les gouvernements ne décaissent pas les moyens régulièrement, conformément, puisque en fait la loi organique parlait de dotation. C'est-à-dire que la CENI, on n'a pas à donner les moyens. On doit mettre à la disposition de annuellement, annuellement son budget. C'est ce que dit la loi organique. Mais lorsqu'à chaque fois la CENI doit attendre un budget, j'étais étonné même d'attendre le président Kadima qui demandait à ce qu'on puisse lui donner un budget trimestriel. Non, il n'a pas besoin. Il a besoin de sa dotation. On met à sa disposition les moyens qui ont été prévus, puisque aujourd'hui, dans le budget, il a été prévu quelque chose, une cagnotte suffisante. Et aujourd'hui, on n'a pas de skis pour dire qu'il n'y a pas d'argent. Parce que nous avons même des réserves d'échange qui viennent d'atteindre aujourd'hui 3,9 milliards de dollars. Donc l'argent qu'on ne touche pas, qui est là. Un record. Un record qu'on n'a jamais atteint à ce moment. Donc, moi je crois que si vraiment nous voulons aller aux élections en 2023, c'est possible. Mais il faut que tous les acteurs soient prêts à aller aux élections. En tout cas, je félicite les efforts que la CENI est en train de mettre en place, puisqu'on a déjà commencé la cartographie, qui est la partie la plus importante, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui présenter un calendrier électoral s'il n'y a pas la cartographie. Le deuxième élément, qui est le plus important aussi qui reste, c'est la loi organique modifiant la loi électorale existante. Qui soulève des vagues, hein? Tout à fait normal, puisque c'est l'enjeu électoral. En fait, c'est l'enjeu le plus important. Et ça m'étonne quand j'entends aujourd'hui des gens qui se déclarent candidats président de la République, comme mon frère Augustin Matata. Je me dis, mais c'est sur base de quels critères? Puisque personne ne connaît les critères aujourd'hui. Le seul qui peut prétendre à sa réélection, c'est celui qui est sur le fauteuil. Comme pour dire, c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour déclarer sa candidature. C'est très tôt, puisque vous ne connaissez pas les règles du jeu. Comment vous allez dire, moi je vais jouer ce match, alors que vous ne savez pas que peut-être les critères pourraient même vous éliminer? Si les critères disaient qu'un candidat président de la République qui a été impliqué dans les malversations financières ou les détournements ne peut pas être candidat, mais tu es d'office éliminé. Mais est-ce qu'il n'y a pas un prototype qui est déjà établi pour être candidat président de la République? C'est peut-être par rapport à ça qu'il a, posé sa candidature, qui s'est déclaré justement. Je dirais on ne peut pas se baser sur ce prototype. Il y a des projections. Mais le dernier mot aujourd'hui revient au Parlement. Il faut que la Chambre basse vote la dernière mouture, et en plus ce n'est pas assez, ça va passer encore en seconde lecture au Sénat et avoir l'avis
de la Cour constitutionnelle. Puisque si la Cour constitutionnelle... Conformité à la Constitution. Oui, absolument. Parce que si cet avis-là de la Cour constitutionnelle, si la Cour estime que cette proposition de loi n'est pas conforme à la Constitution, on rejette. Et après, maintenant, c'est la promulgation. Donc, moi, je crois seulement un homme d'État sérieux aujourd'hui ne peut pas prétendre déclarer sa candidature à la présidence de la République, puisqu'on ne connaît pas encore les règles du jeu. C'est trop tôt. C'est très tôt, voilà. C'est de l'aventure politique. C'est de l'aventure. Alors il faut savoir pourquoi cette personne se déclare comme ça. Pour quel intérêt? C'est de la précipitation à votre avis? Non, mais Prince, on peut facilement vous rétorquer qu'il n'y a pas un moment indiqué comme tel pour afficher ses ambitions. C'est ce qu'a fait les sénateurs Matata Bougno. Pourquoi sa candidature vous fait tant agiter, surtout vous de l'Union sacrée? Il n'est pas le seul, il y a d'autres candidats. Pas du tout, non. Il s'annonce déjà. Oui, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que... Vous faites peur. Lorsque votre regroupement politique ou parti politique vous investit... C'est à la suite d'un congrès, tout justement. Justement. Mais lorsque on vous investit candidat à la magistrature suprême, c'est que ceux qui vous ont investi estime que vous avez rempli aux critères d'éligibilité. Aujourd'hui, les critères d'éligibilité ne sont pas connus. À supposer que, parce que ce que nous évitons ici, c'est de faire de l'aventure politique. Moi, je n'ai pas de problème avec Matata. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Matata candidat, comme les autres, même les Fayoul et consorts. Mais moi, j'ai dit, sur quelle base légale le seul qui peut prétendre être candidat à sa propre élection, c'est celui qui est sur les fauteuils. Même là, au nom de quoi? Parce que d'après vous, les critériums d'éligibilité ne sont pas corrects. Lui au moins il est là et la Constitution lui donne encore un deuxième mandat. La possibilité d'aller au deuxième mandat. Lui au moins il peut dire, moi je peux être reconduit. Je peux être candidat à ma propre succession. Il peut le dire lui, puisqu'il est là déjà. C'est le seul qui est là. Mais les autres attendraient. Voilà. Mais Prince Willy Michiki, parce que vous nous avez plongé à l'hémicycle de Lingouala, où s'examine au niveau de la PAJ, bien sûr, cette proposition de loi électorale, mais il faut dire que ça soulève des vagues, parce que le G13 a parlé des 18 innovations, mais arrivé à l'Assemblée nationale avec cette majorité estampillée Union sacrée, qui a tout élagué, finalement, de cette loi Lokondo, il ne reste rien du tout. Bon, alors pourquoi parler des réformes? D'abord, je dois dire que nous, à l'AFDC alliés, qui faisons partie de la majorité présidentielle aujourd'hui, dans l'Union sacrée, nous avons salué les innovations apportées par les G13. D'ailleurs, la plupart d'innovations était déjà notre œuvre. Rappelez-vous qu'on a fait une émission avec vous ici, où j'avais parlé à l'époque du séminaire atelier qui était organisé par l'AFDC allié. Non loin d'ici d'ailleurs. Non loin d'ici, presque en face de chez vous ici, pour renforcer les capacités. On a même fait une émission sur ça. En fait, nous sommes allés, nous savions déjà que la session de mois de mars était une session essentiellement électorale. Nous nous sommes préparés. Et d'ailleurs, à l'Union sacrée, on s'est beaucoup servi du vade-mecum que notre autorité morale avait présenté. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous avons tous déploré la façon dont les élections se sont tenues en 2018 et que nous voudrions y apporter des changements de façon qu'à chaque fois qu'on publie les résultats électoraux, que les Congolais se retrouvent autour de ça, qu'on ne puisse plus oublier les résultats dans les chars et que le sang des Congolais ne soit plus versé puisqu'on a connu des élections calamiteuses. Rappelez-vous que les élections les plus coûteuses au monde, ce sont les nôtres. Sommes-nous plus riches que les États-Unis, que la France? 600 millions de dollars. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 600 millions de dollars? Et là, 600 millions de dollars avec une logistique de plus de 60% de prise en charge par
la MONUSCO. Aujourd'hui, la MONUSCO a réduit sa capacité logistique. Donc nous serons, nous, obligés de pallier à cette contribution de la MONUSCO. Donc nous ne devons pas continuer toujours à perdre de l'argent pour une élection qui va encore nous replonger dans des conflits. C'est pourquoi nous nous disons comme ça. Nous, à l'AFDC allié, particulièrement, nous avons déploré le fait que les amis de FCC, la MOCA et consorts aient quitté l'hémicycle. Ils ont été élus, ils ont un mandat. Les questions électorales sont des questions essentielles. Elles ne peuvent pas se discuter en dehors des instances officielles. Les cadres juridiques aujourd'hui, les cadres officiels, c'est l'hémicycle. Même si, moi je donne, voilà, ils voulaient que ça soit discuté en dehors du Parlement. Les dialogues. À supposer que les dialogues aient eu lieu. Et que ce dialogue-là, on reviendra toujours l'imposer aux députés et sénateurs. Et si les députés et sénateurs ne sont pas d'accord, ça ne passerait pas. Moi, je vais vous dire, je fais les calculs. Si les amis n'étaient pas sortis, la proposition de loi de mon ami Henri Lokondo serait passée. Puisque nous, qui étions restés, lorsque je regarde notre nombre, je regarde ceux qui étaient dehors, de l'Union sacrée, nous allions voter ça. Qu'est-ce qui vous a tiqué alors? Parce que nous sommes restés minoritaires, mais comme nous sommes des démocrates, nous nous sommes pliés à la voix de la majorité. Et c'est l'erreur que les amis ont compris. Et là, je reproche plus même à la MOCA, puisque les PPRD savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. Ils ont commis beaucoup de torts aux Congolais. La chance pour eux de même d'avoir 1% de députés dans la prochaine assemblée est vraiment minime. Là, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, non. Moi, j'ai dit les calculs, quand on voit les tendances aujourd'hui, c'est vraiment un parti. Je parle de PPRD, particulièrement. Alors, c'est le PPRD maintenant qui a instrumentalisé les autres. C'est pourquoi je salue aujourd'hui l'opposition que je peux appeler civilisée, menée par Mouzito, qui a compris qu'il ne fallait pas aller avec les autres, puisqu'ils ont des ambitions tout à fait différentes. Comment ceux qui ont été à la base du hold-up électoral qu'on a tous décrié, mais ce sont les mêmes gens là-bas. Comment vous, comme les gens comme les Fayoulou, moi ça m'a fait mal, parce que moi j'ai bâti campagne pour Fayoulou. Pour Martin. Pour Martin, je ne me gêne pas de le dire. À Goma, quand Martin est arrivé avec Fayoulou, avec Eva Faïba, c'est moi, Mouindo Zang ici, et Kassekwa, honorable Kassekwa, qui les avons accueillis chez nous, à l'aéroport de Goma. Pour la campagne, on a fait le meeting ensemble. Et quand je vois Martin aujourd'hui, les mêmes gens qui nous ont tabassés, qui nous ont torturés, qui ont mis le pays en jeu, deviennent ses alliés. Je dis en tout cas, Fayoulou, c'est un opportuniste politique. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, à l'Union sacrée, la vraie opposition avec laquelle nous pouvons dialoguer aujourd'hui, c'est l'opposition menée par Mouzito. C'est le seul qui est notre opposant aujourd'hui, puisque c'est lui qui a des valeurs. Parce qu'en fait, l'opposition, ce sont des valeurs. Ce n'est pas l'opportunité. C'est un opposant accommodant. Non, pas accommodant, c'est puisqu'il a des valeurs. Puisque l'opposition, ce ne sont pas des intérêts partisans, non. L'opposition est reconnue. Il y a une loi même qui règle les statuts de l'opposition dans ces pays. Dont le porte-parole s'est fait toujours attendre. Nous, on attend. On attend, c'est comme ça. Nous pensons que maintenant, comme il y a un opposant maintenant qui s'impose aujourd'hui à la personne d'Adolphe Mouzito, nous pensons qu'il peut maintenant aujourd'hui... Ah, c'était ça les calculs, hein? Non, c'est pas ça les calculs, parce que c'est lui au moins qui est resté seul avec la MOCA. Qu'est-ce qui est plus en opposition que la MOCA? Aujourd'hui, Fayoulou devient sucré. Non, Fayoulou a basculé dans le cas de PPRD. Mouzito, pardon. Non, Mouzito, c'est le seul qui s'oppose à nous aujourd'hui, à l'Union sacrée. Je dis oui. Ils s'opposent, c'est les seuls, puis les autres n'ont aucun calcul politique, rien du tout. Ils sont dans le bloc. Apparemment, l'Union sacrée cherche à dédoubler la MOCA. Hein. On n'a pas besoin. Elle Fayoulou, elle Mouzito.
Non, non. Et vous composez déjà avec Mouzito. Des politiques pourtant décriées lors de l'ancien régime, Monsieur Prince. Non, la coordination de la MOCA est dirigée par Fayoulou et par Mouzito. Il a été investi même par Fayoulou lui-même. Donc Fayoulou ne remet pas en cause. Et la seule personne qui peut engager la MOCA aujourd'hui, c'est Adolphe Mouzito. Et Adolphe Mouzito a estimé qu'ils ne peuvent pas aller se mêler avec les gens qui ont mis à genoux ce pays. Moi, je crois que même si je suis opposé à la MOCA aujourd'hui, à Mouzito, mais j'estime que c'est une opposition aujourd'hui que nous saluons, qui prend en compte les valeurs démocratiques. Puisqu'on ne s'allie pas pour s'allier, non. Même moi, je ne peux pas m'allier à quelqu'un pour un intérêt passager. Mais pas c'est ce qu'on peut qualifier d'aile dure de la MOCA, qui est allié du bloc patriotique, dit non à ces processus électoraux. Pour le bloc patriotique, nous allons droit au gouffre. Sauvons les processus à travers un dialogue. Ça vous coûte quoi? Parce que vous aussi, à un moment, vous n'avez vécu que des dialogues. Oui, mais les dialogues, on ne refuse pas de dialoguer. Mais nous avons dit, dialoguons dans les cadres institutionnels. Tous ceux qui demandent les dialogues sont représentés au Parlement. Pourquoi amener le dialogue dehors? Vous allez faire venir les maraîchers, les Wewa, c'est pas qui les Koulouna. Non, mais pourquoi pas? Les processus électoraux concernent l'ensemble du peuple congolais. Oui, mais pas une affaire de politique. Quel mandat ont-ils? En qualité de qui vont-ils parler? Moi, au moins, je suis un élu de Walikale. 48 037 voix, je peux au moins dire que moi aussi... Non, mais vous ne siégez pas. Oui, mais je ne suis pas justement... C'est pourquoi j'ai dit que la CENI m'a reconnu. Allez à la CENI. La Cour constitutionnelle a certifié mes voix. Demandez-vous comment quelqu'un dont la Cour constitutionnelle, si aujourd'hui l'Issoral, quand vous voyez Emery Okonjo, il est député là-bas, pourquoi il est passé? C'est puisque moi, avec mes voix, la Cour a revisité, a revu, a reconnu le seuil de l'Issoral avec mes voix, mes 48 037 voix. Mais comment moi-même, je suis le meilleur élu de mon territoire selon la CENI, certifié par la CENI. Mais je ne siège pas. Comment compliquer ça? Comment expliquer ça? Moi, j'ai dit qu'il y a un problème. Tout ça, toutes ces grandes réformes proposées par les G13, mais que vous, majorité, avez rejetées. Mais c'est ce que moi j'ai dit. Vous voulez une chose et son contraire? Nous, majorité, dans cette majorité-là, il y a des regroupements. Nous, à l'AFDF alliés, nous avons salué ces réformes. Nous avons même voulu, par exemple, la question des représentativités de la femme. On a constaté qu'aux élections passées de 2018, seulement 40% des femmes qui ont eu des cartes d'électeurs ont participé aux élections. Ça nous dérange. Pourquoi ces femmes n'ont pas été là? Pourquoi? Puisqu'il y avait aussi un problème au niveau de la cartographie électorale, surtout ici à Kinshasa par exemple. Beaucoup de gens ne savaient pas dans quel bureau de vote ils devraient voter. Et les réformes qu'on a amenées aujourd'hui, on a dit la cartographie sort avant. Comme ça que toi, tu sais déjà, tu es électeur, oui, je serai dans tel bureau, à telle salle. Tu le sais avant, même 3 mois avant l'élection. Tu sais déjà, toi, qui es électeur, là où tu vas aller voter. Nous avons constaté que les femmes ne participent pas assez aux élections. On a mis une disposition pour dire qu'aucune liste électorale ne peut pas manquer au moins 50% des femmes. Ce sont des innovations AFDF alliés. Donc nous les avons rejetés. Mais justement, on les a rejetés pourquoi? Puisque ceux qui devraient nous soutenir ont préféré aller dans la rue, vadrouiller, que de battre là avec nous. Et nous sommes retrouvés en minorité. Nous nous sommes pliés. Selon Prince Willy Michiki, l'erreur, comme vous le dites, du groupe de 13 a été consommée à ce jour, il faut le dire comme ça? Mais non, en fait, il faut comprendre aussi. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. Lorsque vous faites une proposition de loi, lorsque la plénière la déclare recevable, elle ne vous appartient plus.
ça appartient maintenant à la plénière. Ça, c'est le règlement intérieur. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas dire, ah, ça c'est ma proposition de loi. Non, la loi Lutondo, la loi, non, c'est le la loi Lokondo, non, ce n'est plus la loi Lokondo. Ça devient maintenant une propriété de l'Assemblée nationale. Et la plénière peut en faire ce qu'elle veut. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Et nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui compte, malheureusement. Oh, moi je vous dis, si les amis des soi-disant blocs patriotiques là, même s'il n'est pas homogène, étaient dans la salle là, avec nos voix, nous et les autres que je connais, je vous parle des réalités. La loi Lokondo allait être votée, la proposition des lois telle que présente. Mais pense Willy Michiki, déjà le bloc patriotique a déclenché ce qu'on peut appeler des plans B. C'est la rue. Voilà. À travers des manifestations de grande envergure, vous n'appréhendez pas que cela puisse dégénérer et dynamite tous les processus? Bon, d'abord, mon frère John, tu connais, moi qui vous parle ici, je suis spécialiste de la rue. Toute ma vie, pendant 4 décennies, je ne fais que ça. Mais vous n'avez pas le monopole de la rue? Non, c'est ce que je vous dis. Tout ce que les amis là disent, nous les attendons sur la même rue. L'IDPS, c'est ce qu'on a fait depuis que nous étions à l'IDPS. C'est ce que nous faisons. Donc ça sera, nous allons nous retrouver dans cette rue-là. On les attend. Nous les attendons. Sur coup. Pas plus que coup sur coup. Nous allons, je ne vais pas utiliser les mots de mon ami Chadar, que je salue en passant d'ailleurs. Mais je voudrais dire ceci, que c'est l'occasion d'ailleurs de démontrer qui contrôle l'opinion. Vous savez, on disait de Tshisekedi un homme qui n'a pas de chance, qui est fini. L'élection des gouverneurs, vous savez combien de candidats ont été alignés par ces blocs patriotiques? L'argent qu'ils ont mis en place, on me parle aujourd'hui de 140 millions de dollars. Mais ils ont échoué. C'est un prélude, c'est un avertissement pour dire que non. Échoué, mais on parle de corruption. Non, mais lorsqu'il y a une corruption, c'est un fait pénal. Il est juriste comme moi. Pourquoi ils ne vont pas devant les cours et tribunaux pour les dénoncer? Mais bien sûr, mais la justice est là. Et là, tout le monde crie à la corruption, mais n'apporte pas de preuves. Mais je vous dis que c'est comme ça que l'élection présidentielle va se faire ici. Ça, c'est un message clair pour dire que nous n'allons pas organiser les élections pour les perdre. Impossible. On ne va pas. Nous organisons les élections parce que nous voulons. Non, mais c'est quel discours là, Prince Willy Michiki? Nous sommes préparés. Un discours purement africain. Nous n'allons pas organiser les élections pour les perdre. Je vous dis sincèrement, nous sommes des politiques. Mais c'est comme ça qu'on dit aussi que cette loi consacre la fraude déjà, les tripatouillages. Non, mais pourquoi nous avons créé des partis politiques, des regroupements? C'est pour conquérir le pouvoir. Allons-nous organiser les élections pour demain nous retrouver dehors? Non, nous sommes préparés. Mais nous allons gagner dans la transparence. C'est pourquoi nous avons salué, parmi même les innovations, la publication des résultats bureau par bureau. Mais là aussi, c'est pas passé. Non, ça dit que maintenant, c'est 10 jours après qu'on va publier. Puisque techniquement, ce n'est pas possible. Lorsque vous demandez à la CENI... Vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans 10 jours? Oui, mais c'est ce que moi j'ai dit. Plus d'une semaine. Non, le problème aussi, parce qu'il faut prendre en compte les problèmes. Nous n'avons pas d'infrastructure. Moi, je suis à Walikale là-bas. Il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Et je suis dans la forêt équatoriale, où on n'a jamais vu même un ordinateur. Quand est-ce que, je vous dis, chez moi, c'est 23 000 km². Quitter dans ma localité, moi, dans mon village, Motongo, arriver au chef-lieu, à pied, c'est 7 jours. 7 jours de route. Quand on amène les urnes, c'est 7 jours. Ce sont des réalités de chez nous. On ne va pas... Vous savez, c'est ça le problème aussi qu'on a ici. Nous voulons apporter des innovations comme si on était en France, aux États-Unis, où on a les résultats au real time, au temps réel. C'est pas possible ici chez nous, c'est ça. Moi je vous dis, regardez aujourd'hui par exemple, parmi les erreurs aussi qu'on a commises, on a dit dans la Constitution, l'article 3, lorsqu'on parle des entités administratives décentralisées, les ETD, on devrait organiser, ça fait 39 ans aujourd'hui qu'on n'a pas organisé les élections locales et municipales. C'est une violation de la Constitution. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas les moyens matériels et même financiers
pour le faire. Pourquoi allons-nous aujourd'hui mettre des dispositifs qui ne reflètent pas nos réalités? Peut-être dans les années à venir, comme maintenant on commence à avoir on va avoir des budgets de 50 milliards, lorsqu'on fait déjà pour une seule régie financière 1,5 milliard de dollars par mois, on estime que dans les années à venir, on pourrait avoir assez de moyens pour que nous puissions améliorer nos infrastructures. Puisque pour faire des élections, je vous donne le cas de chez moi. Moi, je ne peux pas parler d'ailleurs, je suis candidat de Walikale. Mon village jusqu'au chef-lieu, il n'y a pas même pas de moto. On amène des urnes toujours, minimum c'est 7 jours. Alors, quand vous dites qu'on va publier le bureau là de chez moi, comment on va le faire? Non, il ne faut pas... Non, mais il faudra doter tous ces centres de moyens de communication. Mais les moyens, maintenant, il faut même l'état matériel maintenant. À l'aide de la nouvelle technologie de l'information, c'est ça que je dis. Oui. Il faut être réaliste. Il ne faudrait pas... des moyens de locomotion. Mais c'est ça que je dis. Chez moi, la moto, il faut construire une route. Chez moi, il faut traverser. Même moi, quand je fais la campagne, pour quitter le chef-lieu chez moi, je traverse 8 rivières. Et il n'y a pas de pont, c'est par la nage. Il faut nager. Alors, comment, je vous dis, ici au Congo, c'est la forêt équatoriale. Oui, je dis au bout du monde. Moi, je suis dans la forêt équatoriale. Walikale, c'est là où vraiment les tropiques passent. Donc, ce sont des réalités de ces pays. Il faut les prendre en compte. Même ailleurs, c'est comme ça. Il ne faut pas croire que, il ne faut pas imaginer. Tout le monde qui siège là croit que nous sommes à Kinshasa. Non. Les conditions de Kinshasa ne sont pas les mêmes. Kinshasa n'est pas la RDC. Et lorsque vous avez, c'est ça l'avantage d'avoir des élus, de discuter ça. Quand vous discutez avec un roi de Kinshasa, nous ne connaissons que Kinshasa, peut-être un Mbujima et d'où il vient, c'est tout. Mais lorsque vous avez des élus, surtout nous, les élus de milieux ruraux, nous avons des réalités que nous voulons partager avec les autres. Pour dire que nous voulons bien les innovations, mais il faudrait apporter des innovations réalistes et qui vont être capables d'être exécutées. Sinon, on aura une loi qu'on ne va pas appliquer. Alors, mais à vous entendre parler, vous justifiez justement les réalités que l'on vit en RDC en rapport avec d'autres pays, comme la France par exemple. Mais Monsieur Michiki, sur quoi, selon vous, doit être reposer la crédibilité des scrutins pour ne pas arriver au discours de l'autre fois, de la vérité des urnes? D'abord, les premiers gages qu'on a aujourd'hui, c'est que d'abord, on va donner, on a accepté à chaque témoin, il aura au moins une copie du résultat du bureau de vote. Ce qui n'a pas existé. Moi, je me rappelle, j'ai eu des difficultés pour rassembler. J'ai même dû donner des moyens à la CENI pour me donner des résultats. Vous avez corrompu la CENI? Non, je n'ai pas donné parce qu'ils disaient qu'ils n'ont pas de moyens pour imprimer. C'est pas de la corruption? Non, ils ont posé un problème. Mais soudoyer. Non, je n'ai pas soudoyé. Ils m'ont demandé que nous voulons bien vous donner des copies, mais on n'a pas de moyens. Je suis obligé de donner, parce qu'à la Cour constitutionnelle, c'était même après la publication des résultats. Or, à la Cour constitutionnelle, il fallait que j'apporte des preuves. C'est comme ça que j'ai gagné à la Cour constitutionnelle, mais je n'ai pas été déclaré élu malheureusement. Donc il y a eu des contradictions. Je vous dis sincèrement que les élections qu'on a connues, en 2018, on ne les connaîtra plus jamais. Et les amis de PPRD savent et le savent très bien. C'est ce qui les dérange. Puisque comme ils sont habitués à tricher, ils croient que tout le monde va tricher. Mais nous, d'abord, il faut le dire. Madame Nathalie, moi je suis de l'AFDF allié. J'ai un candidat président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. D'accord avec l'IDPS. L'IDPS est concurrent à moi. Puisque si on doit voler, on vole les voix de l'un contre l'autre, accepterais-je que l'IDPS vole mes voix? Non. Comme député national, chacun pour soi. C'est ça même les gages. C'est ça la vérité. Nous n'allons pas nous mettre d'accord pour voler. Non, impossible. Et puis lorsque vous regardez cette CENI-là, ceux qui ne le savent pas, vous savez, quand je vois les gens comme Agé Matembo, les gens comme Manara, ce sont des gens qui exercent, ce sont des élus. Et puis, ça c'est une particularité. C'est la première fois, depuis les premiers cycles électoraux jusqu'à aujourd'hui, qu'on a un bureau de la CENI qui a autant de lits nationaux et provinciaux. C'est une garantie? C'est une garantie pour dire qu'un élu, il a le sens de redevabilité.
Et la plupart de ces gens-là, après ce cycle électoral en 2028, ils pourraient être encore des candidats. Alors, personne ne va accepter de se mouiller dans des histoires qui risquent de compromettre sa future candidature. Et je vous dis, et je le répète ici, que les représentants de l'opposition à la CENI, et en particulier les FCC, quand je parle de Manara, AG Matembo, sont des hommes de Kabila. Oui, ils sont des Kabila. Donc, les cas de tous les autres là, nous n'allons pas les manipuler facilement. Vous êtes un vieux politique dans ces pays. C'est une opportunité pour nous de vous avoir aujourd'hui. L'une des innovations, en tout cas que les Congolais portaient, c'est cumul d'abord des candidatures et cette suppléance familiale. Mais hélas, votre majorité l'a encore rejeté. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Moi, je veux dire, sincèrement, j'ai eu même ici, vous vous rappelez, les jours qu'on a tenu notre atelier, c'était parmi le point sur lequel nous, l'AFDF alliés, on ne pouvait pas même négocier. La question des suppléances. Et même nous, dans nos réflexions, nous sommes allés même plus loin. Nous nous sommes dit, si vraiment nous sommes en train de prêcher la bonne démocratie, pourquoi lorsqu'on fait une liste électorale, vous êtes premier sur la liste, vous êtes déclaré député. Moi, je suis deuxième. C'est sûr, peut-être que vous me dépassez une voix, deux voix. D'office suppléant. Alors, d'office suppléant. Alors, moi, je dis non. C'est moi qui devrais être suppléant. De quel droit, vous, on vous appelle demain à des charges d'État, et vous laissez votre femme, votre épouse, votre beau-fils ou neveu comme tutélaire? C'est moi qui... Nous, à l'AFDF alliés, les suppléants devraient être le deuxième le plus élu. Non, Prince, la crainte, c'était ça. Ah ouais. La crainte, c'était quoi? Qu'il y ait une sorte de messe noire pour les candidats suppléants et qui peut facilement, attirés par les gains, éliminer les titulaires. Non, même aujourd'hui, regardez aujourd'hui, mais il y a toujours ce conflit, même les gens de la famille. Regardez au Congo central. Il y a un ministre, un député, je ne sais pas si c'était un ancien même vice-gouverneur de là, qui a été candidat gouverneur. Et il est élu député provincial. C'est un maillot brassard, double brassard. Même son suppléant ne l'a pas élu. Il a eu 0 voix. Ouais. Je ne sais pas si c'était son nom ici. Ouais. Il a eu 0 voix. Il est lui-même député provincial. Donc ce sont des réalités. Combien de conflits nous constatons ici? Entre d'ailleurs, moi je vous dis d'ailleurs, c'est curieux, même les gens de la même famille, de suppléants qui ne s'attendent pas à les titulaires, oui. Au Sénat, au Sénat, comme même à la députée, à l'Assemblée nationale. Donc ce sont des... C'est pour dire que le fait de mettre votre épouse, même votre épouse, dès que vous divorcez, c'est fini. Ou si la relation elle est jalouse ou vous êtes jaloux, ça ne marche pas. En cas d'infidélité, vous changez d'avis. C'est tout. Donc c'est pour dire que j'ai même connu des couples. Je me rappelle les cas, vous connaissez, c'est votre confrère, journaliste. Il était porte-parole du chef de l'État, Kabila, pendant que sa femme, son épouse, était avec nous à l'IDPS allié, comme allié de l'IDPS. Vous connaissez de qui je parle? Oui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc il y a des réalités comme ça. Et donc, moi je crois sincèrement que si, même nous, à l'AFDF allié, nous avons été mis en minorité, c'était notre proposition. Mais nous nous sommes pliés à la voix de la majorité. Assemblée nationale, Assemblée provinciale, gouverneur, tout ça. Même cette question-là, par exemple. Comment expliquer qu'une seule personne peut être candidat, député provincial, député national, sénateur? Mais ça peut pas trancher. Ce que moi j'ai dit, c'est bien. Oui. Mais l'inconvénient, c'est quoi? Puisque vous ne pouvez pas être à tout ça. Il y a des pays comme la Belgique où vous pouvez siéger partout. En fait, c'est une réserve des suppléants. Mais maintenant, le problème, c'est que vous créez des suppléants. Mais ces suppléants-là n'ont pas bâti campagne. Les gens n'ont pas voté. Il y a même des suppléants inconnus. C'est pourquoi que vous constatez ici, par exemple, et ça réduit aussi l'efficacité des assemblées délibérantes. Puisque vous avez des gens qui siègent, mais qui n'ont pas la confiance de la base. Mais suppléant inconnu, mais qui a l'idéologie de celui qui a été même candidat. Pas forcément.
justement, si c'était une suppléance idéologique, d'accord, mais c'est pourquoi nous avons décrié que c'est plus fantaisiste. Vous prenez quelqu'un que même vos électeurs ne connaissent pas parfois. Parce que parfois, quand on voit les listes électorales, très peu d'électeurs s'intéressent aux suppléants. On ne voit que les candidats. Même dans les photos, il n'y a que en voilà. Mais on pourrait bien trouver une parade, Prince. C'est-à-dire que les candidats doivent nous présenter ouvertement ses suppléants. Voilà. Au peuple d'étrangers. Si vous avez mis votre famille, le peuple va décider. Mais au lieu d'en faire une loi que vous ne pouvez pas mettre votre femme, et si peut-être ma femme est politique, pourquoi vous allez les lui refuser? Non, nous avions dit, nous à l'AFDC allié, vous pouvez avoir une femme politique compétente, d'accord, mais pourquoi elle ne peut pas être candidate dans un autre scrutin? Ou dans une moyens aussi. Non, pourquoi seulement la mettre sur la même liste que vous? C'est ça que nous devons déplorer. Parce que nous avons constaté que ça rendait faible. Aujourd'hui, regardez, je ne vais pas citer des cas, mais je vous dis que la plupart des suppléants sont les plus corruptibles. Puisqu'il n'a rien dépensé, il n'a pas le devoir de redevabilité. Et parfois même, ce qui est grave, le titulaire ne peut plus même le remplacer. On a eu même des difficultés. Vous savez, il y a même des procès au Conseil d'État aujourd'hui maintenant, de députés qui Mbosso refuse, qui reviennent. De vrais élus. On préfère les suppléants parfois parce qu'ils sont manipulables. Oui, c'est ça. C'est un problème. C'est un problème que nous avons. Donc moi, je dis que moi, je partage, moi, Willy Michiki, et mon regroupement ici, beaucoup de réformes qui ont été initiées par contenues dans la proposition de loi Lokondo, mais malheureusement, nous avons été mis en minorité et nous nous sommes pliés parce que nous sommes en démocratie. Cette innovation-là, elle n'était pas discriminatoire à votre avis? Pas du tout, puisque nous avons fait le diagnostic des élections chaotiques de 2018. Et nous avons dit, nous voulons que celle de 2023 ou 2024 ou 2025 soit meilleure. En tout cas, moi, j'ai dit sincèrement que je n'ai pas vu, mais moi, j'ai dit même aux amis de G13 qu'ils ne peuvent pas dire que, puisqu'il y a eu des modifications, donc, alors, ils doivent rejoindre les blocs patriotiques ou quitter la salle. Non, ils doivent comprendre qu'il y a les règlements intérieurs. Ce n'était qu'une proposition de loi. Ce n'est pas une proposition, mais la majorité doit l'approuver. C'est ça. Et moi, je donne la faute à ceux-là qui ont quitté l'hémicycle. Quand je fais les calculs de vote dans la salle, parce que moi j'étais là, quand je fais les calculs, si les amis de la MOCA, les amis de FCC et apparentés étaient dans la salle, la loi Lokondo telle que présentée, la proposition de loi serait passée à la plénière. Mais nous sommes retrouvés à minorité. Alors, donc, ils ont préféré faire les débats dehors, dans la rue, alors qu'ils ont eu le mandat du peuple. Et ça, c'est, je crois même, je pense qu'en 2023, 2024, ils seront sanctionnés par leurs électeurs pour ne pas avoir joué et rempli la mission qui leur a été confiée. Alors, Prince Willy Michiki, parmi les recommandations du groupe des 13, parce qu'on parle de la loi électorale, il y avait aussi la cartographie électorale qui devait intervenir avant la publication du calendrier électoral. Est-ce que vous soutieniez aussi ces points de vue? Généralement, le calendrier électoral prend en compte la cartographie. Mais on n'en dit pas assez. L'innovation maintenant était de publier cette cartographie-là. Puisque la cartographie électorale est prélude. Lorsque aujourd'hui nous avons une cartographie électorale, on se fait déjà une idée sur ce que sera demain le calendrier. Et on voulait que ça soit publié, c'est tout. Puisque là aussi c'était la fraude. C'était la fraude du régime précédent. Mais on a constaté que matériellement, le temps qui nous reste aujourd'hui est insuffisant. Nous, à l'AFDC, par exemple, nous sommes partisans du second tour, puisque le second tour rassemble les gens. On a vu. Mais là aussi, c'est budgétivore, Prince Willy. Mais oui, justement, c'est ça le problème. Nous sommes partisans. Mais lorsque nous avons poussé nos réflexions plus loin, nous nous sommes dit, si nous options aujourd'hui pour le second tour, non seulement il y aura un glissement inévitable, mais aussi ça coûte cher, les élections. Alors, j'ai vu par exemple en 2006, moi j'étais dans la campagne de Jean-Pierre Bemba. Lorsque nous sommes allés au second tour contre Kabila,
l'IDPS, le président Tshisekedi a donné un mot d'ordre à l'IDPS de voter pour Bemba. Et c'est comme ça que les Bazaïba, tous ces gens-là, les Bomaza, nous ont rejoints. Et sont restés, bon, Eve même, Bazaïba est resté chez Japon, n'est jamais retourné. Puisqu'il y avait, on a formé un bloc. Et je me rappelle, presque tous les candidats présents de la République, contre Kabila, ont rejoint Jean-Pierre Bemba. Et ça a fait un bloc. Une sorte d'unité nationale. Donc moi je suis partisan de ça. Nous pensons que nous aurons suffisamment le temps, puisque maintenant cette CENI ici, c'est une CENI pour moi sincèrement, n'en déplaise aux détracteurs, qui m'inspire moi personnellement, et qu'elle pourra enlever les idées des anciennes CENI qu'on a connues, des anciennes CENI corrompies, manipulées. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui mettre la charrue devant les bœufs. Jugeons la CENI par les œuvres qu'elle va poser. Et la CENI ne peut être meilleure que lorsque nous l'accompagnons. Lorsqu'on ne donne pas à la CENI des moyens, qu'est-ce que nous attendons à la CENI? Et là, même l'IGF à l'époque, il croyait, lui, puisque les Congolais lisent très peu, j'avais rappelé à l'IGF, j'ai dit non, l'IGF n'a pas compétence de contrôler la CENI, c'est la Cour des comptes, et le Parlement. Puisque à chaque mois de mars, d'ailleurs, il est dit dans la loi organique, la CENI présente un rapport à mi-chemin. Donc, mais maintenant aujourd'hui, la difficulté aujourd'hui que nous avons, c'est le moyen à mettre à la disposition de la CENI. La CENI, par exemple, d'après les informations à la possession, n'a eu de frais de fonctionnement que les mois de janvier et février. Contrairement à ce qu'avait avancé Kazadi. Kazadi, oui. Alors maintenant, mais Kazadi aussi doit comprendre que lui ne doit pas gérer les fonds. Il est ministre des Finances. Il ne doit pas gérer, c'est le budget de la CENI déjà voté. La question c'est ça, est-ce que c'est décaissement des fonds à lui? C'est illégal. C'est illégal. Je pense que peut-être au prochain remaniement ou au conseil des ministres, on doit débattre cette question-là. Parce que si la CENI n'a pas les moyens, elle ne peut pas nous donner de bonnes élections. Okay. C'est une des contraintes. Nous, à l'Union sacrée aujourd'hui, nous sommes partisans de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Prince Willy Michiki, la main sur les cœurs, pouvez-vous rassurer aux Congolais de la tenue, non seulement des élections dans les délais, mais surtout des élections apaisées, crédibles aussi, transparentes. Et dois-je rappeler que vous avez aussi des dons de prophétie, parce que à un moment vous avez prédit la mort d'Étienne Tshisekedi et c'est arrivé. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais? Et ça sera votre conclusion. Bon, ça on ne va pas revenir sur ce débat-là, on a déjà parlé. Voilà, non, pas du tout. On attend la prophétie pour 2023. Bon, voilà. Je voudrais seulement rassurer les uns les autres. Et surtout regretter le fait que nous ne connaissons pas notre propre histoire. C'est malheureux, moi ça me fait très mal, Nathalie, de constater que nous apprenons l'histoire des autres, la nôtre on ne pas. Dans ce même pays ici, il y a eu des élections de 2018 organisées par le pouvoir sortant qui avaient leurs candidats investis officiellement en la personne de mon frère et ami Chadari, qui je salue, Ramazani, qui a perdu ici. Celui qui a gagné ces élections-là n'avait même pas de représentant à la CENI. C'est pour dire que avoir un représentant à la CENI, manipuler la CENI, n'est pas un gage de réussite. Puisque la preuve, Chadar a échoué brillamment même. Tu sais qu'il n'avait rien, même pas les moyens, même tout, à gagner les élections. Donc ça peut, c'est pour dire aujourd'hui. Et je voudrais encore dire aux autres partis politiques et regroupements qui sont dans l'opposition aujourd'hui et dans les mosaïques là qu'on appelle aujourd'hui bloc patriotique, qui ne doivent pas s'inquiéter. Nous aussi, qui sommes dans l'Union sacrée, nous nous battons pour gagner les élections. Nous n'allons pas tricher, puisque si on triche, on ne va pas tricher pour chaque regroupement va aller aux élections comme tel. Je crois que les innovations qu'on a amenées aujourd'hui, même si on n'a pas retenu tout ce que la loi Lokondo a amené, mais c'est déjà un pas qu'on a franchi. Et je peux rassurer les Congolaises et Congolais que nous allons avoir de bonnes élections. Mais il faut l'implication. La RI ne fera rien. Tout ce qu'on fait là, c'est une distraction. Nous ne déclare pas, ça doit être dans les faits. C'est ce que j'ai dit. Jugeons la CENI par les actes.
Et tout ce que nous sommes des politiques, ce qui a été fait par l'Assemblée nationale, ce qui est fait là-bas, ce sont des politiciens. Mais la CNI est pour tout le monde. Encourageons la CNI. Chercher aujourd'hui à revisiter les bureaux de la CNI, ce n'est pas les élections. Mais moi, je serais content, sincèrement. Je l'ai dit franchement, devant les micros, devant la caméra, je serais content que les PPRD se mettent un peu à l'écart. Qui voient comment les autres organisent, puisqu'ils nous ont causé beaucoup de tort pendant 18 ans, mais qui regardent comment les autres peuvent organiser les élections de bonnes. Et puis en 2028, ils reviendront. Très bien. Tous aux urnes en 2023 Alors, que le meilleur gagne. On dit quoi? Tous aux urnes en 2023 que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, Prince. Nous les gagnerons l'Union sacrée avec Tshisekedi comme président. Je rappelle que vous êtes président national de l'Union nationale des nationalistes, UNANA en sigle, et membre des conférences des présidents de l'AFTCA, qui a comme autorité morale l'honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, c'était à la fois un honneur. Membre de CALCC, puisqu'il est catholique. Un honneur, un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Merci surtout à vous. Retrouvez tous aux urnes à la même heure, au même jour. Au revoir. Au revoir.